Bref, j'ai envie de te parler du dernier roman de Stephen King, Conte de fées. Pas loin de 740 pages pour ce livre incroyable, je tiens à le dire. Pourquoi parler de ce livre? Parce que Stephen King a l'image finalement des films qu'on fait de lui. J'entends par là ça qui est sorti il y a pas longtemps, donc It in English, et fatalement, on a l'horreur, on a l'idée de l'horreur. Ici, on est loin de ça. Conte de fées est le livre, finalement, qui peut servir à entrer dans l'univers de Stephen King si vous ne l'avez pas lu. Bon, c'est vrai, 740 pages, c'est vrai que c'est pas sexy pour rentrer dans l'univers d'une personne, mais clairement, on les sent pas. Alors, de quoi ça parle, avant toute chose? Finalement, on va parler de Charlie. Charlie est un enfant, un adolescent, mais qui, étant jeune, a perdu sa maman dans un accident de voiture. Malheureusement, elle s'est fait faucher sur un pont et le chauffard est parti. Bon, bref. Délit de fuite, c'est pas cool. Et son père est devenu alcoolique. Alcoolique si bien que Charlie il a dû grandir très rapidement pour s'occuper de son père, Howard. Et il a dû faire les courses, il a dû faire pas mal de choses. Et tu sais peut-être qu'il y a des codes dans les livres de Stephen King. Il y a des codes. L'histoire se passe dans le Maine, comme les trois quarts des histoires de Stephen King. Qui plus est, il y a une vieille maison, un peu moche, mais dans laquelle il y a un chien. Un chien qui fait un peu peur, très vieux, et qui fait peur à tout le monde, et qui fait peur aussi à Charlie. Sauf qu'un jour, euh, l'introduction des personnages fait quand même 200 pages de livre, hein, donc c'est Comme pour toujours vous dire. chez Stephen King, Comme diront toujours, les mais c'est mauvaises langues. c'est ça qui est très intéressant. Mais ce qui est très intéressant, c'est que un jour, il voit un homme à côté, donc le propriétaire du chien, qui va pas bien, qui a besoin d'aide. L'homme qu'on n'aime pas aider, de quel on a peur. Tu sais, les oui-dire sont finalement ce qu'on pense de sa vie. Et finalement, il va aider à relever cet homme. Et finalement, un lien d'amitié va se faire. Tout ce qu'on pensait dire de lui, c'est complètement faux. C'est un homme admirable, d'une gentillesse incroyable. Et petit à petit, cet homme va se confier. On apprend que finalement, il est mourant. Et que voilà. Mais il parle de sa chienne, Radar, qui fait peur à tout le monde, mais plus du tout à Charlie. Sauf que finalement, sa chienne est vieille. Et un chien en moyenne, ça vit quoi? 16 ans? Un grand chien, 16 ans? 17 ans? 20 ans? Mais ce chien est très vieux. Il a 30 ans, une trentaine d'années. Mais quel est son secret? Et il parlait de son chien quand il était vieux. Et puis petit à petit, on apprend que, mais finalement, son chien a rajeuni. Tiens donc. Et ce qui se passe, c'est C'est le que, chien de Dorian Gray. peut-être, on n'est pas loin. Ce qui se passe, c'est que le vieil homme, Howard, va montrer un secret que lui seul doit maintenir, mais que vous connaîtrez en lisant, qui est finalement l'image qu'on a sur la couverture, à savoir un puits caché quelque part qui donne lieu à un autre monde, à un monde caché, un monde où finalement Stephen King rappelle l'ensemble de ses romans, mais aussi fait une déclaration d'amour à tous ceux qu'il aime. J'entends par là, on aura une déclaration d'amour, premièrement, au conte de fées classique, hein, on verra des criquets, on verra finalement des hommes qu'on n'aime pas, un petit peu comme la Reine de cœur, comme je vois maintenant sur l'écran, un petit peu comme finalement ces êtres un peu surnaturels qu'on peut voir dans la mythologie grecque, mais aussi à Lovecraft, finalement. Et donc, petit à petit, on va rentrer dans ce monde où Charlie, adolescent, va aller vers, qui lui est très empathique et tout le monde, va commencer à aller finalement dans l'âge adulte, en aidant tout le monde, mais surtout devant absolument rajeunir la chienne Radar, qui commence à être très 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 vieille, du moins elle est revieille, elle est de nouveau vieille, et voilà que puis finalement il a plusieurs missions, et
comme il est considéré comme quelqu'un d'en haut, du monde inconnu, qu'on ne connaît pas, mais finalement que les gens du peuple des contes ne connaissent pas. Finalement, il va les aider et il va être considéré comme ayant les pleins pouvoirs alors que c'est juste un adolescent, mais qui va apprendre le courage et la prendre soin des autres comme jamais. Voilà. Ça, c'est vraiment l'histoire de contes de fées. Il y a beaucoup de liens avec les contes, hein, il les fait. Et surtout, entre chaque chapitre, des gravures incroyables faites par des amis de Stephen King. Il met souvent en avant des gens qu'il aime dans ses romans, et il a raison, parce que ce qu'il doit encore gagner sa vie avec ses romans, ça se fait tout seul finalement. Mais il met en avant les gens qu'il aime, et on a à chaque chapitre finalement des gravures des personnages du roman. Un conte, finalement, c'est une entrée en matière de Stephen King. On a vraiment un conte incroyable, on a une grandeur finalement, un jeune homme qui grandit vers l'âge adulte. Et vraiment, si vous ne connaissez pas Stephen King, si vous avez peur, si finalement vous n'avez pas aimé le film Shining, et je comprends pourquoi, finalement, ce livre est peut-être le livre qu'il vous faut pour rentrer dans cet univers. Il ne fait pas peur, sauf quelques passages où si vous avez aimé Cthulhu, ben vous allez adorer. Bon, bref. C'est un livre à lire, à mettre dans toutes les mains, surtout les vôtres. Donc voilà, certes, ce n'est pas belge, mais finalement, c'est ce que je lis en vacances aussi. Je me détends parfois. Donc voilà. Publié chez Albin Michel, mais si vous voulez un livre de Stephen King, les couvertures sont toujours magnifiques. Allez dans les versions originales, les couvertures sont des véritables chefs-d'œuvre. Voilà. Et une petite question pour toi, tu dirais quoi à quelqu'un qui est découragé par les 740 pages? Moi, je dirais simplement je suis tenté que par ce roman, mais oui. Ça me désespère un peu quand il y a le problème comme ça. de Stephen King, ce sont toujours des briques, mais c'est tellement passionnant qu'on les voit pas. Pour vous donner une idée, la première journée où j'ai lu ça, j'en ai eu 250 et j'avais l'impression qu'il s'était passé qu'une heure. Voilà. Donc c'est passionnant. Et finalement, il construit des personnages. Et ça, il est très très fort. Il construit des personnages incroyables, des relations entre chacun des personnages. Et certes, parfois, il y a des petites longueurs. Mais une fois passées ces petites longueurs, les fins sont toujours incroyables. Ici, la fin, elle dure environ 280 pages, pas loin de 300 pages. Ce qui est incroyable. Il y a peut-être un passage à vide de 100 pages, mais il faut les passer pour profiter énormément. Certes, ça fait peur, mais alors commencer par des petits contes comme Élévation ou des choses comme ça qui ne fait pas peur pour découvrir Stephen King. Mais ce roman est un livre qu'il faut absolument lire chez Stephen King. Voilà. Et puis je vois vos commentaires, hein. Par exemple Ludo qui dit « Les Kings, je vais tous les lire par ordre de parution, j'ai lu Le Fléau, c'est bien passé ». Oui, un fléau, ça passe toujours. Oui, toujours. Il l'a lu en pandémie, évidemment. Salut les chroniques du polar, bonsoir, bienvenue. Encore merci, on parlait de toi il y a quelques minutes. Et puis Anita nous dit « Quand la lecture est trop bonne, peu importe si c'est une brique ». Mais oui, il y a des briques qui passent plus vite que des tout petits livres. Et l'inverse est très vrai aussi. Et finalement, si tu es d'accord, je passe au suivant. Le suivant reste dans la même maison d'édition et finalement est un homme aussi passionnant que Stephen King. C'est un homme aux multiples romans qui, quand vous lisez un de ses livres, vous devez savoir qu'il y en a 6 qu'il a écrit avant et donc il a gardé le meilleur. Cet homme, c'est un homme que j'ai découvert tard, mais j'ai quasiment tout lu de lui. Et finalement, on peut dire que si vous connaissez le Marvel Cinematic Universe avec tous ces super-héros et qui s'imbriquent dans un monde identique, finalement, vous avez là un Werber Universe parce que je vais vous parler de Bernard Werber et de la Diagonale des Reines. Alors la question qu'on attend tous, est-ce qu'il faut, mais je la pose pour y répondre, hein, je fais mon Sarkozy. Tu fais les questions et les réponses, finalement... tu te jailles. Et bonsoir tout le monde, vous êtes très très nombreux à nous rejoindre au passage. Je vois tous vos messages, mais c'est impossible d'interrompre un Belge qui lit. Donc, je vois tous vos messages, bienvenue tout le monde, ça me fait plaisir. Et là, on est sur le dernier de Bernard Werber. La Diagonale des Reines. Le dernier, pas tout à fait, mais presque le dernier. On va en parler. Ça marche. Pourquoi ? Parce que Bernard Werber a sorti ceci et c'est un one-shot.
On n'est pas dans les fourmis où il faut en lire 3 pour essayer de comprendre la fin. C'est un one-shot. Vous lisez le début, la première page jusqu'à la 425e page, 470e page, pardon, et vous pouvez avoir fini l'histoire. Alors de quoi parle cette histoire? Parce qu'elle est très 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 intéressante. J'ai pris des petites notes parce que c'est un peu compliqué. Vous voyez sur la couverture des échecs. Finalement, on va y revenir. Mais revenons à une chose. Est-ce que dans le chat, ceux qui sont revenus, est-ce que vous avez WhatsApp? Est-ce que vous avez TikTok? Et est-ce que vous avez des trucs qui viennent de Chine comme des produits basiques? Si oui, pensez-y, on y revient par la suite. Est-ce que tu veux les réponses ou pas? Après, on en reparle après. Ça marche. Après ce livre-là. Alors finalement, de quoi va parler la Diagonale des Reines? On va suivre 2 personnes, Nicole et Monica. Alors Nicole, elle vit en Australie et elle aime le collectif. Elle aime les gens, mais surtout, elle n'aime pas rester seule. Monica, elle est tout l'inverse. Elle vit aux États-Unis et c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que c'est l'individualisme qui prime sur elle. Et finalement, elle aime ne pas être avec d'autres gens. Voilà. Et ces 2 personnes, finalement, apprennent, grandissent et on va suivre leur vie, finalement. Alors, comment va-t-on voir leur vie évoluer? Simplement depuis le très jeune âge jusque plus âgé. Finalement, c'est une saga qu'on va suivre entre ces 2 personnes. La première, c'est que Nicole va aimer le collectif et elle va voir que quand on dirige un homme, un mouton parmi un troupeau, mais finalement le mouton qui est devant va emmener les autres avec eux. Imaginez le film Disney que vous avez tous vu, Le Roi Lion, un buffle qui part, l'ensemble des buffles qui part, et elle le comprend vite, effectivement. Elle comprend vite comment fonctionne l'esprit humain. Monica, c'est l'inverse. Elle comprend mieux les gens quand elle est seule et quand les gens sont seuls. Elle permet d'analyser comme ils sont. Et tous les 2, finalement, ils ont un esprit assez étriqué qui commence à jouer aux échecs. Et un jour, en Suède ou en Norvège, je ne sais plus, bref, c'est pas le plus important, là-bas dans le nord, c'est le nord, comme disait l'autre, ils vont se voir, Monica et Nicole vont se voir dans un championnat d'échecs. Et finalement, ce sont 2 antagonistes. Parce que là où Monica, qui aime le collectif, elle aime bien jouer avec les pions et étouffer son adversaire avec les pions, le collectif, là où justement Monica aime bien étouffer les gens avec sa reine et donner le point final. Petit à petit, ils vont commencer à se détester, mais ils vont se revoir. Ils vont tellement se détester que finalement, ils vont consacrer leur vie à détruire la vie des autres. Parce que oui, si la vie de l'autre, pardon. Parce que oui, si le plateau d'échecs est petit à un moment donné, le monde n'est pas trop grand pour eux et sera un plateau d'échecs. L'une va essayer de teaser les gens pour essayer de contrecarrer l'autre, tandis que l'autre va essayer d'utiliser une personne ou plusieurs petites personnes pour essayer de contrecarrer l'autre en gardant les codes des échecs qu'on donnait. Et ce qui est chouette avec Bernard Werber, si vous le connaissez ou si vous l'avez déjà suivi, c'est que Bernard Werber, il utilise finalement il aime réécrire les choses, il aime rendre les choses un peu plus scientifiques ou un peu plus philosophiques. Ici, il va retransformer l'histoire que l'on connaît, comme la catastrophe du Hesel, mais il va l'intégrer dans le combat des personnes. Donc entre Monica et Nicole. Donc finalement, tous les grands trucs qu'on connaît, Wall Street Center, etc., tous les grands phénomènes du monde de ces 100 dernières années, finalement de ces 70 dernières années, finalement, on pourrait leur attribuer le mérite. Une fin extraordinaire. Si vous avez jamais lu Werber, vous allez dire, mais enfin, la fin est complètement absurde. Mais ce qui est fort, je parlais du Werber Universe. Si vous avez lu les romans précédents, Demain les chats, Le sixième sommeil, etc., il y a des liens qui se font. Et donc, pour moi, finalement, tout se passe dans le même monde, mais donc il apporte des codes à chaque fois. Et sur Werber, j'ai une hypothèse. Je lui ai posé, il ne m'a jamais répondu. Peut-être que c'est vrai, peut-être qu'il s'est dit, mais en fait, ce mec a raison, alors que je ne le savais même pas. J'en sais rien. Lorsque je l'ai rencontré, je lui ai dit, tiens, monsieur Bernard Werber, j'ai l'impression qu'à chaque fois que vous écrivez un roman, dedans, vous mettez un indice sur le roman prochain.
Souvenez-vous, il écrit 6 fois son roman de façon différente. Donc, quand vous lisez un roman, vous lisez la meilleure version de ce roman. Et donc, finalement, 6 ou 7 fois, hein, oui, c'est Amélie Nothomb, on sort de ce corps. Donc, finalement, on a la meilleure des choses. Et pour moi, je serais persuadé que finalement, il donne des indices. Alors, quand je parlais de... Non, ce n'est pas son dernier roman. Je vais sortir un coup de gueule aussi après, si tu me le permets, mais son dernier roman est sorti hier. C'est pour ça que je dis que c'est pas son dernier roman. Voilà. Le temps des chimères, qui a l'air très intéressant aussi, qui est un one-shot aussi, si vous voulez découvrir les choses. Ou bien, lisez d'abord La Diagonale des Reines, on va voir si mon hypothèse est tout à fait valable, et qu'on trouve dans La Diagonale des Reines un truc sur le temps des chimères. Voilà. Mais donc, c'est quand même souhaitable d'avoir lu ce qu'il y a avant, dit Sabine aussi. Pas nécessairement. Tu dis qu'il y a des liens. Alors du coup, oui, il y a des liens de personnages. On peut vraiment le lire comme one shot, en résumé. Oui, ici on peut le lire comme one shot. Maintenant, tu auras des liens avec le personnage des fourmis, mais le personnage des fourmis a émis une encyclopédie qui finalement revient dans tous ses romans, puisqu'entre chaque chapitre, il intervient avec une petite encyclopédie qui explique l'encyclopédie universelle du savoir relatif et absolu. Hein, pourquoi s'embêter dans les titres ? Tout ça pour finalement émettre finalement des espèces d'axiomes si vous n'avez pas lu les livres précédents. Donc vous ne serez pas perdu en lisant du Verbère. Et à boire et à manger, hein, parce que bidule, moi j'ai lu j'aime beaucoup, les chats, oui, et j'ai pas aimé du tout. Raphaël nous dit les fourmis ils sont vraiment très bien, par contre je n'ai pas accroché avec les thanatonautes, etc. Eh bien, c'est normal, je comprends. Faites-vous votre propre idée, si vous n'avez jamais... Mais maintenant, il y en a pour tous les goûts, et c'est ça qui est chouette chez Bernard Werber. Alors, petit coup de gueule. C'est parce que ça me fait rire avant ton coup de gueule. Silène, le nord et le sud, ça dépend comment on est tourné, et ça c'est dans Kaamelott Inside. T'as pas pu t'en empêcher, j'y pensais aussi. Comme quoi, on a Moi ça me fait beaucoup rire. Comme je disais, hier j'étais en librairie, j'ai été chercher le dernier Bernard Werber. Je l'ai trouvé tout de suite. Pourquoi un petit coup de gueule ? Parce que justement, j'ai pu le trouver tout de suite. Alors tu vas me dire, mais où est le problème puisqu'il vient de sortir ? Le problème est qu'un homme que j'aime énormément, dont je ne vais pas vous présenter le livre, mais qui s'appelle Paul Collise, cette semaine, qui est belge, a sorti un nouveau roman lundi dernier. Et ça fait une semaine que j'essaie de le chercher dans la librairie, je ne l'ai pas trouvé. Alors pourquoi un coup de gueule ? Parce que je trouve ça anormal qu'en Belgique, un auteur belge qui vient de sortir un livre, idem pour Salvatore Mini, je ne l'ai pas trouvé le jour même, on ne le trouve pas son roman directement, mais un auteur qui vient d'un autre pays, certes à succès, mais qui vient d'un autre pays, on trouve son livre directement. Moi qui aime beaucoup le hater belge, je trouve ça dommage. Voilà. Simplement, s'il y a des éditeurs qui nous écoutent, pensez un petit peu à nous, pourquoi pas commencer en Belgique et puis après mettre ça une semaine après en France, par exemple. Bref, on en discute. C'est souvent la même chose avec les gens qu'on aime. Voilà, on essaie de les trouver et je comprends pas pourquoi. Bref. Tout n'est pas noir parce que, comme le redit Raphaël dans le chat, Paul Collise sera à Templemar samedi, puis la boîte aussi. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va lui dire Hé Paul, regarde un micro, t'as envie de venir discuter. Oui. Mais tu lui dis bonjour de ma part, vraiment, parce que c'est un homme que j'aime énormément. Il est dans mon top 5. Est-ce que je te ramène son livre, du coup ? Si t'as du mal à le trouver chez les libres. Moi, j'adorerais, parce que Paul aime bien les dédicaces. Maintenant, la dernière fois que je l'ai vu, on a discuté quasiment pendant 1h30, seul, dans un salon de dédicaces. Il n'y a personne qui est pour lui. Par contre, la personne à côté, ça tapait à mort. Donc c'est comme tu veux, si tu le trouves tant mieux, si tu le trouves pas, c'est pas grave, je me débrouillerai. Hervé Chopin, je les aime bien, je les contacterai. Donc voilà. Et puis t'avais un troisième conseil, si je dis pas de bêtises. Alors, revenons sur la même chose, et c'est là que ça sera intéressant dans le sondage. Est-ce que vous avez WhatsApp ? Est-ce que vous avez TikTok ? Est-ce que finalement vous utilisez des PC qui ont été construits par exemple en Chine, un téléphone Huawei, par exemple, etc. Dites-moi, je veux tout savoir. Alors TikTok, c'était pas fou, WhatsApp un petit peu, mais TikTok, pas encore. Ok. Comme ça, et certainement les tendances, les grosses tendances. Et au passage, pourquoi ? Bonsoir Mila, merci pour le follow, salut Stéphane, salut David, salut OneLab. Bonsoir tout le monde, vous êtes très nombreux, ça fait plaisir de vous accueillir pour cette belle soirée. Ah bah oui. Je vais vous parler du dernier roman de
Juan Rodriguez dos Santos, J.R. dos Santos, La femme au dragon rouge. Alors, vous voyez peut-être un lien avec la question directement, mais La femme au dragon rouge, J.R. dos Santos, finalement, c'est un petit peu le Dan Brown portugais, publié partout dans le monde, finalement. Voilà. Il a écrit La formule de Dieu, si vous connaissez, un livre incroyable à lire, assurément. Bref, si vous aimez Dan Brown, vous allez adorer dos Santos. Si vous connaissez, comment il s'appelle, le héros de Dan Brown, Robert Langdon, enfin Tom Hanks. Enfin, quand je dis Robert Langdon, tout le monde voit Tom Hanks. Oui, Tom Hanks. Ici, bien. Vous allez adorer Tomás Noronha. Alors, Tomás Noronha, qui est-il? C'est Thomas Noronha, mais en portugais. J'ai eu la chance d'avoir un petit cours de l'auteur qui m'a expliqué que c'était bien Tomás Noronha en portugais. Bref, ça c'est pour me la péter un peu. Alors, de quoi parle ce livre? C'est un one-shot, mais c'est une histoire qui s'intègre un petit peu comme Bob Moran, qui s'intègre avec le même héros. Tomás Noronha, c'est un historien qui aime bien laisser des indices à droite et à gauche, qui a étudié pas mal de choses, qui est très intelligent. Et voilà qu'il reçoit un message de sa femme. Du moins, la police lui dit « Votre femme a été enlevée ». Il reçoit un SMS de sa femme et sa femme a été enlevée avec une autre personne qui apparemment avait des données compromettantes sur la Chine parce que cette personne savait la véritable intention du parti chinois. Alors, pourquoi vous voyez peut-être des liens avec les questions que je vous avais posées avant. De quoi parle ce livre? Directement, Dos Santos est, si vous regardez la télévision portugaise, c'est le présentateur du 20h, c'est un journaliste. Quand il écrit un livre, il y met tout son cœur, toutes ses sources sont dedans et c'est ça qui est incroyable. Donc tout est vérifiable. Il y a une note, il y a au moins 40 pages de notes, rien que pour expliquer comment est-ce qu'il a pensé son roman, etc. Donc ça c'est vraiment très intéressant de voir l'envers du décor. Il adore en parler aussi, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous avez la possibilité. Ici, on va suivre Madina, qui est finalement une fille ouïghour. Cette fille ouïghour, finalement, elle est prise par le parti chinois pour finalement l'endoctriner. Sa famille reste avec les Ouïghours et elle apprend vraiment à être la meilleure chinoise possible. Elle devient haut dans le parti, enfin bref, c'est la meilleure. Sauf qu'un jour, elle découvre quelque chose. On suit en parallèle Tomás Noronha, donc Thomas Noronha, qui va essayer de retrouver sa femme et ils vont rentrer dans les secrets du parti chinois. Alors pourquoi je parlais de ça? Simplement pourquoi je parlais de WhatsApp, TikTok? Parce qu'il va vraiment montrer les véritables intentions du parti chinois de façon certes romancée, mais clairement sourcée. C'est-à-dire essayer de rentrer dans le quotidien des gens pour essayer d'endoctriner les gens. Simplement TikTok, qui vient d'une application chinoise. On parle de WhatsApp aussi, où on peut surveiller les gens. Enfin bref, des produits chinois dans lesquels il y a une puce pour nous écouter. Certes, il va là-dedans, il va parler des Ouïghours. Il fait une allusion avec Poutine, où Poutine dit à tout le monde, oui, mais en fait, les Ukrainiens, c'est eux les méchants, nous, c'est les gentils. Même chose pour les Chinois. Le parti dit aux Chinois, nous, on est les gentils, on n'est pas les méchants. Même si on tue des gens, on les tue pas, c'est parce que ce sont des hérétiques. Donc voilà, à un moment donné. Bref, il rentre vraiment là-dedans. C'est un livre, c'est romancé, clairement. Par contre, toutes ces sources sont expliquées et il fait une allusion à tout dans les notes de ses romans, à la fin de son roman. C'est ça qui est très intéressant à lire. C'est géopolitique, mais clairement, c'est très romancé, mais ça se lit très facilement. Alors, on est sur 620 pages. Oui, je m'embête pas beaucoup en vacances. J'avais des vacances. C'est pour ça. Oui, en fait, j'avais des vacances d'automne. Tu vois, les 2 semaines où il pleuvait, j'étais parti à ce moment-là. Donc voilà. Bref, tout ça pour dire que ce roman, finalement, se lit en 3 jours. Vous l'avez fini, quoi. Même 600 pages, en 3 jours, vous l'avez lu parce que c'est tellement fluide, tellement bien expliqué que finalement, c'est une fluidité. Si vous voulez apprendre à connaître Tomás Noronha, l'ultime secret du Christ, la formule de Dieu que vous devez lire absolument si ce n'est pas déjà fait, plus de 100 000 exemplaires vendus, bref, c'est un des meilleurs, c'est un de mes auteurs favoris.
finalement, comme cette fameuse Brigitte Guilbeault qu'on connaît tous, qui quand elle sort un roman, je saute dessus. Ici, Dos Santos, c'est pareil. Il a sorti au début de mes vacances, je l'ai lu directement. Donc finalement, sautez dessus, lisez-le, vous apprendrez des choses sur le parti chinois, très intéressant parce que je ne savais pas tout ça. On voit des liens avec la géopolitique actuelle, et voilà. Et finalement, comme le dit si bien Dos Santos à la fin de son roman, finalement, les Chinois, le peuple chinois sont bien les victimes du parti, et ce ne sont pas eux les méchants, finalement, puisque dès qu'ils sont petits, on les endoctrine dans des choses. On voit l'envers du décor aussi avec lui. C'est un livre incroyable, facile à lire, romancé, et il donne toujours des petites surprises un petit peu futuristes là-dedans, puisque Thomas Lorgna a été dans l'espace, il a eu les secrets quasiment du Christ devant lui, les secrets chinois, il a eu les secrets de l'intelligence artificielle aussi, dont on a parlé cette année aussi. Enfin bref, un roman à lire. Si vous n'avez pas lu le reste, ce n'est pas grave, mais je vous encourage à le faire parce que c'est trop bien. Donc voilà. Merci beaucoup, et puis je vais prendre une grande inspiration, je vais essayer d'oublier personne. Désolé. Bonsoir Clarence Pitt, qui est avec nous. On parlait justement de toi et de Templemar avec j'ai hâte de lire l'avant-première pour ton livre, ça fait super plaisir. Bienvenue. Salut Angie, Lee et Coloris. Ça j'aime bien aussi. Salut Viviane, salut tout le monde, salut Muriel, salut Nelly. Vous êtes très très nombreux, ça fait évidemment plaisir. Merci aussi à toutes les personnes qui ont décidé de suivre la chaîne, ça nous aide évidemment à continuer de mettre les auteurs en avant. Merci beaucoup à PVG, à Scarlett, à Salut, à Mia, à Andy, Lee et Coloris toujours, Benson, merci, bienvenue tout le monde. Un petit mot de la fin parce que le temps file, et puis... Oui, très rapidement. Tu parlais de pluie, du coup, il y a du soleil qui arrive, et ça, ouais, ça super, c'est bon. Voilà, alors... Deux choses. La première chose, le mois prochain, prenez des notes avec vous parce que je vais vous emmener à préparer votre liste pour faire la lettre de Saint-Nicolas ou du Père Noël, puisque je vais parler aux enfants et adolescents, ce qui est toujours chouette pour les parents. Qu'est-ce qu'on peut offrir à un petit enfant comme livre d'auteur belge finalement? Qu'est-ce qu'on peut offrir à un adolescent ou un préadolescent? Bref, je vais vous parler de tout ça. Et promis, je ne parlerai pas de Salvatore Mini, même si j'ai vraiment envie de le faire. Parce qu'on pourrait, mais voilà, il a eu sa pub et d'autres le méritent aussi. Lui aussi, il sera à Templemar. Ah, super. En fait, tout le monde va à Templemar, c'est incroyable. Sauf moi. Parce que demain, j'arbitrerai un match d'impro et que c'est pas possible, je sais pas y aller. Bon, bref. Comme ça. C'est comme ça. Mais surtout, les gars, lisez du belge. Pourquoi? Parce que lisez du belge, c'est bon pour la santé. Il n'y a que moi qui peux répondre avec le micro. En lisant belge. Nul. Personne. Donc, c'est bon. Je rêve d'une foule en délire qui dit, mais voilà, ça c'est quand on aura du budget. Un jour, on va le faire en live et je serai là. Merci beaucoup. On va remplir mon sexpo. Merci beaucoup pour ces conseils et puis avec grand plaisir. Bon arbitrage demain. Oui, essaye d'éviter les pantoufles et c'était à nouveau un plaisir de t'accueillir parmi nous.